serait trop simple. Donc je chante une phrase, une première phrase que vous répétez. Donc si je l'appelle A, elle devient B quand vous répétez. Ça va? Je chante une phrase C que vous ne répétez pas, mais qui devient A dans le couplet suivant. Donc B quand vous... On m'avait dit dans les médiathèques, faut un temps de réflexion. Faut accorder. Tout va bien? Voici la Noël, le temps des veillées. Voici la Noël, le temps des veillées. Où les fiancés vont à l'assemblée. Va mon ami va, la lune se lève. Va mon ami va, la lune s'en va. Où les fiancés vont à l'assemblée. Où les fiancés vont à l'assemblée. Le mien n'ira pas, j'en suis assuré. Va mon ami va, la lune se lève. Va mon ami va, la lune s'en va. Le mien n'ira pas, j'en suis assuré. Le mien n'ira pas, j'en suis assuré. Il est à Paris ou dans la Vendée. Va mon ami va, la lune se lève. Va mon ami va, la lune s'en va. Il est à Paris ou dans la Vendée. Il est à Paris ou dans la Vendée. Qu'apportera-t-il à sa bien-aimée? Va mon ami va, la lune se lève. Va mon ami va, la lune s'en va. Qu'apportera-t-il à sa bien-aimée? Qu'apportera-t-il à sa bien-aimée? Un collier d'argent ou une ceinture dorée? Va, va, la lune s'en va. Un collier d'argent ou une ceinture dorée? Un collier d'argent ou une ceinture dorée. Et puis le bouquet de la fiancée. Va mon ami va, la lune se lève. Va mon ami va, La lune s'en va. Et puis le bouquet de la fiancée. et puis le bouquet de la fiancée. Voici la Noël, le temps des veillées. Va mon ami va, la lune se lève. Va mon ami va, la lune s'en va. Va mon ami va, la lune se lève. La lune s'en va. Va mon ami va, la lune se lève. La lune s'en va. Je partirai donc avec elle. Voilà, c'est ça. Vous avez tout compris. Donc, je vois que vous réagissez positivement à la place de l'artiste, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on est dans vos bacs, on est sur vos étagères, mais on est aussi, autant que faire se peut, vivant. Donc ça pose bien le contexte, super. Donc, alors je vais quand même enchaîner sur la présentation des deux autres artistes. Voilà, Nathalie Colantes, qui est danseuse chorégraphe et qui nous vient de Paris, qui a fondé sa compagnie en 92, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Fanfare Blême, et qui travaille aussi sur des performances avec ses autres danseurs. Et cette année, elle fête les 10 ans d'un concept en fait de danse en bibliothèque. Donc on n'est pas dans l'idée des spectacles de danse classiques qu'on pourrait faire venir en bibliothèque. Là, c'est vraiment une autre idée. Donc voilà, je la laisse présenter un petit peu le projet. Vous voulez pas reparler on va revenir. De toute façon, on va revenir un peu. Voilà, on pose un peu les choses et puis
On reviendra sur chaque... C'est ça. voilà, un peu vide. Donc en fait, la danse, moi je suis partie du constat qu'effectivement en résidence de création, quand j'ai commencé, quand on faisait une création chorégraphique, il nous fallait accomplir tout un tas de missions de sensibilisation des publics liées à ces temps de création, qui étaient simultanés, qui étaient extrêmement complexes à gérer, donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup plaint. Et que en fait, nous, on est dans un contexte par rapport à la danse assez désertique, c'est-à-dire qu'on est face à des publics qui ne savent pas ce que c'est que la danse en tant qu'art, hein, ils la connaissent parfois en tant que pratique, mais pas en tant qu'art, et d'autre part, on a un autre type de public qui sait très précisément ce que c'est que la danse, mais pas du tout celle qu'on fait. Et du coup, à chaque fois qu'on a été amené à rencontrer des publics dans des territoires nouveaux, on s'est retrouvés, quand je dis nous, c'est parce que bon, c'est les danseurs hein, aujourd'hui, on s'est retrouvés à recommencer depuis le début. À chaque fois, on doit commencer depuis le début. Hein, on n'est pas comme, même avec la chanson, où pratiquement tout le monde a une culture de la chanson, tout le monde a une culture, enfin presque tout le monde a une culture du livre, mais de la danse, non. Donc, faible de cette expérience, je me suis tournée vers le corpus existant pouvant accompagner ces rencontres publiques, etc. Ce corpus est lui-même extrêmement maigre. Donc je me suis à un moment donné intéressée au public jeune, et notamment parce que j'ai réalisé un spectacle pour le jeune public. Et j'ai regardé ce qui se passait en section jeunesse en bibliothèque, et j'ai découvert un monde vraiment extrêmement riche qui m'a énormément intéressée. Et je trouve qu'en France, on a cette chance-là d'avoir une création en jeunesse qui est extraordinaire, très foisonnante et très, très folle en fait, qu'on ne retrouve pas après dans le rayon adulte. Malheureusement, en danse, toujours pas grand-chose. Donc on s'est dit un petit peu d'une façon complètement utopique, bon, il n'y a pas beaucoup de livres, il n'y en a pas vraiment aujourd'hui, enfin quand on s'est posé la question c'était en 98, faisons un livre. Et donc j'ai mis en chantier un livre. Voilà, donc le grand projet était assez long à mener, j'ai rencontré un artiste visuel qui m'a accompagné dans l'accomplissement de cet objet, qui s'appelle J'ai 10 orteils, qui a vu le jour en 2002. Et parallèlement à ça, pendant ce temps-là, les éditions Autrement cherchaient une artiste de danse pour écrire un livre documentaire, sachant que j'étais sur ce chantier-là, me l'a proposé. Et j'ai embarqué avec moi une danseuse qui travaille avec moi depuis longtemps, qui s'appelle Julie Salgue. Et nous avons coécrit un livre documentaire qui s'appelle On danse, et qui est publié chez les éditions Autrement Junior Art. Donc avec ces deux objets, bon, ben voilà, une fois qu'on les a eus, ça nous a pris beaucoup de temps, mais qu'est-ce qu'on en faisait indépendamment du fait que le J'ai 10 orteils n'était pas distribué, pas d'argent, que le Autrement était distribué 6 mois, hein, en édition, il ne faut pas rêver. Donc on a monté un projet qui s'appelle Une danseuse dans la bibliothèque, donc toujours avec Julie Salgue, ma co-auteure du On danse, et où on va, soit l'une, soit l'autre, en bibliothèque, où on est en fait et danseuse et auteur. Alors là, on parlait d'effrangement, etc. Nous, on est dans un espèce d'objet complètement hybride, qui est extrêmement complexe à défendre auprès de telle tutelle ou de tel lieu, puisqu'en fait, on est et dans le spectacle, et dans l'atelier, et dans la rencontre d'auteurs. Et pour certains, on n'est ni dans l'un, ni dans l'autre, ni dans l'autre, voyez, donc c'est assez compliqué. Mais pour nous, c'était en fait rejoindre exactement tous les champs d'exploration et de recherche qu'on avait et entre guillemets, nos compétences. Donc ce projet, il a cette chance de tourner depuis une dizaine d'années, qui commence donc, je le décris, il commence par une danse. Hein. J'arrive dans la bibliothèque 1 heure, 2 heures avant, je m'échauffe dans la bibliothèque. Ensuite, je danse face à un public d'enfants, donc ça s'adresse à des enfants entre 7 et 10 ans. Je danse une dizaine de minutes, je demande de me poser des mots sur ce que les enfants viennent de voir, donc d'écrire un moment de danse avec des mots. Je l'ai fait avec des adultes, c'est très compliqué, mais c'est un travail très intéressant.
Ensuite, je les mets en jeu dans une expérimentation. Alors, on pourrait le faire, mais ça prendrait tout l'après-midi. Donc, où en fait, ils fabriquent une danse sans tout à fait s'en rendre compte. On pose des mots dessus, justement, on dit ce qu'on vient de faire. Et pour finir, on présente les deux ouvrages. Alors, je ne vais pas vous les présenter puisqu'on n'a pas vraiment ce temps-là, mais je les déploierai. Puis si vous avez on va prendre ce temps-là dans un second temps. Mais... Voilà, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour pondre ce projet, en fait, on n'a pas eu de production. À l'époque, c'était absolument pas possible. J'avais à l'époque le soutien de la DRAC en tant qu'aide de compagnie, donc ça rentrait dans les différents projets de la compagnie. Mais donc, ça a été un objet qui n'a pas été produit. Hein. C'est de l'autoproduction complète. Déjà, les livres, c'est presque de l'autoproduction, voire même ça nous a coûté de l'argent. La création de l'objet n'a pas été rémunérée. En revanche, évidemment, les tournées qui ont suivi depuis, elles ont été rémunératrices. Et ça, c'était vraiment aussi un enjeu important, puisque l'enjeu, c'était défendre la danse en tant qu'art, dire que la danse s'adresse à tout le monde, et que, a priori, donc ça ce sont nos valeurs, ce qu'on défend, chacun a sa danse, hein, comme chacun a sa façon de chanter, etc. Donc ça c'était les enjeux des livres et les enjeux de cette rencontre publique. Voilà, après sur les détails du budget et comment on a monté ça, on pourra en reparler. Juste pour démarcher, en fait, on a pris notre téléphone, Julie et moi, à l'époque il y avait un catalogue des bibliothèques de France, et on a appelé les gens. Et en fait, ce qui était extraordinaire par rapport à ces démarches qu'on a pu faire auprès des théâtres, c'est qu'on n'est pas tombé sur un secrétaire ou une secrétaire, on est tombé directement en lien avec les bibliothécaires. Et ces bibliothécaires connaissaient notre livre, ce qui fait qu'on avait tout de suite un lien. Ce qui n'arrive jamais en théâtre. Parce que dans les théâtres, personne ne sait ce qu'on a fait comme création il y a 1 an qu'on a joué 2 fois. Voilà. Donc ça, ça a été pour nous aussi une découverte et un lien très important. Ce qui fait que, de même, quand on arrivait en bibliothèque, on était face à quelqu'un qui nous connaissait d'une certaine manière. Qui, bien sûr, après, avait tout un tas d'autres aspects à découvrir. Mais voilà, il y avait un lien qui était direct et très fort, en fait. On ne vous a pas choisi par hasard. Bien sûr, vous avez tous les 3 une grande expérience des médiathèques. Donc Dominique Sampiero, écrivain, scénariste dans la région Nord-Pas-de-Calais et au-delà. Et donc, Dominique, tu es venu nous parler plus particulièrement du blog et du projet de Chasse Royale, mais pas que, puisque je vois que tu as mis les livres d'artistes et puis voilà, un autre livre réalisé dans le cadre de la résidence de Chasse Royale. Donc, et donc, par rapport à ta démarche, l'idée c'est aussi d'explorer toute forme de pratique, pas seulement que l'écriture, mais aussi la photo, le livre, travailler en binôme avec les plasticiens, etc. Voilà, je te laisse. Alors, vu le temps... Tu pourras d'ailleurs utiliser l'ordinateur pour présenter le blog au besoin. Voilà. Vu le temps, je vais quand même aller à une réflexion sur la place de l'artiste, enfin ma place en tant qu'écrivain dans les médiathèques. Parce que c'est important pour moi, ça résume, enfin ça survole 30 ans de recherche, de rencontres, de luttes, de militantisme, etc. autour de cette idée. Qu'est-ce que c'est que le territoire d'une médiathèque? La première chose que je dois dire, c'est que moi, par chance ou par malchance, ça dépend pour chacun, mon travail d'écriture est intimement lié à mon territoire, à mes rencontres, aux gens avec qui je travaille. Et pour moi, il n'y a pas une activité d'animation autour de l'écriture, autour de l'image, le scénario, le théâtre. Je fais ça avec les gens. Ça a commencé avec mon père, ma mère, avec les personnages de ma famille qui m'entouraient. J'ai commencé à décrire les paysages, à parler d'eux, et je continue depuis 30 ans. Donc pour moi, l'activité d'écriture et d'animation, entre guillemets, elle est intimement liée. J'avais envie d'avoir une petite pensée pour Odile Chopin, parce qu'on a décrit des dispositifs très complexes que moi j'ai vu naître, et je sais qu'elle y a participé. Voilà, j'ai juste une petite émotion pour elle, parce qu'elle a fait partie de ce chantier-là. J'ai beaucoup d'admiration et d'estime pour Éric Lenoir, sa façon dont il parle de l'artiste, de sa sensibilité, de nos difficultés ou de nos facilités à faire certaines choses, et pas d'autres.
Et puis je vais aller très vite, je vous montrerai le blog, mais ça c'est facile, vous pourrez y aller après. Je vais aller très vite à l'essentiel. Pourquoi autant de médiathèques ont fleuri ces 30 dernières années sur notre territoire, qui est un territoire bien particulier par rapport à la crise politique, sociale, économique. Pourquoi autant de médiathèques et bibliothèques ont fleuri sur notre territoire, et pourquoi l'illettrisme, ce qu'on appelle l'illettrisme, parce que là-dessus il faudrait discuter des heures et des heures, a continué de se développer d'une façon aussi importante. Il y a deux contradictions qui me blessent en tant que citoyen de cette région, en tant qu'enfant de cette région, avec ma famille qui habite ici, ma famille qui est touchée par le chômage, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cet illettrisme? Il faut savoir que la position, pour moi, de l'artiste en médiathèque, elle est possible sous deux angles. Narcissique ou politique. Narcissique, je vais le développer, ça fait du bien de présenter son œuvre à un public. Yes, public captif parfois, public qui va me découvrir, je vais faire une lecture, je vais rencontrer, je vais partager, ok. Et puis je rentre chez moi, what else? Ça servait à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai augmenté mon lectorat, voilà. J'ai surtout, si je réfléchis, bah oui, dans le Nord, malheureusement, on est obligé de réfléchir politiquement. Parce qu'on a quand même morflé pas mal, et puis qu'on a une extrême droite qui se manifeste. Donc les artistes du Nord, on est un petit peu sensible à ça, on est un petit peu chatouilleux sur ce plan-là. La position politique, c'est de dire, bah finalement, je sers de faire valoir une politique culturelle qui consiste à dire, vous savez pas lire le peuple, les gentilles personnes du peuple, mais on va vous donner des livres gratuits dans les médiathèques, venez les emprunter, Et moi, artiste, je viens donc faire une représentation avec un musicien, faire une lecture, et je cautionne cette approche évidemment caricaturale, simplifiée, radicale, d'une politique à bon marché. C'est facile, plus ou moins aujourd'hui, d'ouvrir une médiathèque, et c'est plus compliqué d'avoir avec cette médiathèque un vrai travail de terrain. Et ça, moi quand j'ai vu ces médiathèques se multiplier, j'ai dit waouh, ça va être génial dans ma région, il va y avoir plein de résidences. Effectivement, il y a un travail de résidence qui a été décrit qui est important, mais par rapport à l'étendue, au nombre de médiathèques dans les territoires fourmis, vous savez, les territoires, on ne voit jamais là, tout au bout là, Sarpoterie, machin là, on ne sait même plus comment ça s'appelle. Il y en a des bibliothèques, des médiathèques. Mais alors des artistes dans ces lieux-là, compliqué. C'est parce qu'à chaque fois que je travaille dans une médiathèque, ou dans un lieu d'ailleurs associatif, j'ai travaillé plus, en 30 ans de carrière, j'ai travaillé, enfin carrière j'aime pas ce mot-là, en 30 ans de quête, autour du mot, j'ai travaillé avec 2-3 médiathèques sur des projets de création de résidence, en 30 ans. La plupart du temps, j'ai travaillé avec des institutions, des associations, etc., etc. Peu importe, c'est pas très grave. Le problème de se poser la question, est-ce qu'une médiathèque a une vocation culturelle? Est-ce qu'elle doit faire rencontrer des artistes? La rencontre, c'est une première chose, mais est-ce qu'on doit travailler avec des artistes, etc. C'est le même débat pour moi que la question de l'école. Est-ce qu'on va dans une médiathèque pour lire? Ou est-ce qu'on va dans une médiathèque pour se cultiver? Est-ce qu'on va dans une école pour apprendre à lire et à compter? Ou est-ce qu'on vient à l'école pour construire une culture? Si on répond à cette question, on se positionne politiquement d'une façon ou d'une autre. On peut voter toutes les lois qu'on veut, on peut mettre en place tous les dispositifs de résidence, de création de mission en place qu'on veut. La décision d'un directeur ou d'une directrice de médiathèque de basculer de ce côté-là de la culture, c'est une décision heureusement individuelle, heureusement militante et individuelle. Puis vous savez, juste dernière phrase, les directeurs, directrices de médiathèque, je vous plains, vous êtes surchargés, écrasés, il y avait les élus, il y a les ceci, les subventions, il y a les livres. Je me demande comment vous arrivez parfois à garder du temps pour élaborer un projet de création avec un artiste. Donc, je ne lance la pierre à personne, je veux juste poser autrement des bases d'une réflexion qu'on avait commencée il y a une vingtaine d'années avec Éric Lemoyle, et que je continue de poursuivre parce qu'elle m'engage en tant qu'écrivain. Donc ça, le point de vue de l'écrivain qui manie les mots est entendu, mais au niveau de cette
voilà, ce positionnement, c'est politique ou c'est un acte politique ou c'est un acte voilà, narcissique. Voilà. J'ai envie de reposer la question aux deux autres artistes en disant est-ce que vous vous êtes senti instrumentalisé, hein, ou est-ce que pour vous c'est une démarche qui se tourne uniquement sur votre propre approche, propre travail? Alors, mon contact avec la médiathèque et tout ce qui s'est passé depuis, c'est avec la sortie du premier disque en vinyle. Vous savez encore ce que c'est, du vinyle? C'était en 1988, donc j'ai sorti ce premier disque avec l'ensemble instrumental de Lille et la médiathèque de Roubaix, qui donc avait le fonds local régional sonore, faisait fonction de dépôt légal pour tout ce qui se produit alors que le livre, bon, c'est la bibliothèque, voilà, et il n'y a que la bibliothèque de France qui, jusque-là, les disques étaient envoyés. Donc la médiathèque de Roubaix, une des premières, donc m'a contacté, et à partir de, voilà, c'est engrangé à la fois ma connaissance d'une médiathèque, parce que j'ai habité Roubaix, après, j'habitais le Nord. Je viens du monde rural et je suis toujours maintenant dans le monde rural. Et à partir du fonds local, je me suis engagé à la fois comme utilisateur de ce lieu et comme voilà, passionné de la chanson. C'est-à-dire que je pense que si on n'écoute pas, si on ne va pas chercher soi-même pour aider un petit peu techniquement ou au niveau de notre créativité, bon, il faut qu'il y ait des allers-retours entre ce qu'on aime et ce qu'on veut faire aimer aux gens, entre guillemets. Et donc, quand j'ai vu ce fonds local de la médiathèque de Roubaix, je me suis pris au jeu. C'est-à-dire que je me dis, ah bon, Jacques Doué, ah oui, c'est vrai, il est doué. Ah, vous avez tout ça de Jacques Doué. C'est pas l'auteur de la classification. Jean-Claude Darnal, ah oui, il est doué aussi, Jean-Claude Darnal, oui, Lynn Renaud, ça je savais. Voilà. Et je vois ce local avec plein de disques, mais je dis, mais ça, il vous le manque, je l'ai. Et donc, j'ai commencé à rechercher, avec d'autres, bien sûr, les disques, et puis on a, comme ça, au fil des années, augmenté le fonds local, et on est passé donc, à l'étape suivante, d'écrire un livre qui s'appelle Chansons en or, donc qui a été édité avec Catherine Delebarre, qui était à l'époque donc responsable du fonds local discothécaire, donc à la médiathèque de Roubaix. Et à partir de là, donc, se sont mis en route, en fait, ma relation avec les médiathèques. C'est vrai que la médiathèque de Tourcoing, donc, à sa création, donc on l'a rappelé tout à l'heure, 1988. Donc, effectivement, j'ai fait des ateliers en lien. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est la médiathèque au sens de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, puisque le son est apparu dans les lieux parce que les bibliothèques sont passées de bibliothèque à médiathèque, et qu'effectivement c'était mon approche du monde sonore, et comme je disais en préambule, hors fin de concert, fin d'animation de spectacle, les lieux où on pouvait en autoproduction retrouver nos petites, moi ça a été tiré à 1000 exemplaires chaque produit que j'ai tiré, c'était effectivement la médiathèque, parce qu'on le trouvait dans les bacs, et qu'il y avait une relation entre la création et la diffusion. Et se sont donc engrangés comme ça, après le disque, ah oui, vous n'avez pas connu ça, si quand même, les cassettes. Alors, pour la petite histoire, ça c'est ma première cassette en 1991, et le dessin vient d'un enfant de l'école Lamartine de Tourcoing. Ensuite, il y en a une deuxième, volume 2, avec le même dessin, mais donc pas la même couleur. Et puis bon, je vous passe comme ça, et après on l'a réédité en CD. En 2008, votre dernière sortie CD, c'est ça? Les chansons de ci, de là. Donc on l'a fait, voilà, après on l'a réédité en digipack. Donc en fait, il y a eu voilà, 10 disques qui ont été produits. Donc, j'ai toujours tenu, moi, à ce qu'il y ait effectivement entre mon travail de tout terrain et puis la création. Et ce que je disais en préambule aussi, que l'interprétation, pour moi, fait partie
du geste artistique, dans la mesure où je pense que le patrimoine existe, et donc j'ai toujours alterné entre mes propres créations et les chansons dites traditionnelles, notamment pour le jeune public, mais tous les disques, et donc la chanson que vous avez interprétée est sur ce disque-là. S'il est dans votre bac, vous pouvez aller le réécouter. Ah, Donc après, oui, je donc fais vite. une rencontre d'abord avec la médiathèque par rapport Alors, en tant qu'utilisateur et en tant que... Alors, Roubaix, en tant qu'utilisateur, parce que je travaillais sur la métropole, et ensuite, donc, j'ai fait des rencontres musicales avec notamment les musiciens qui utilisent les structures sonores bâchées, bâchées n'étant pas une bâche, mais le nom de l'inventeur du cristal, notamment. Et donc, j'ai utilisé, à partir de 1994, ces instruments, à la fois pour participer à mon propre enrichissement musical, et donc il y a un disque qui a été réalisé aussi avec ces structures sonores, et ensuite les chansons, le théâtre, le cinéma, puisque j'ai eu... Monsieur Berry m'avait demandé de mettre en place une version de la Carmagnole roubaisienne dans le film Germinal. Donc j'ai dirigé en fait le chœur des figurants, des mineurs de Wallers. Et ensuite on a, dans cette foulée-là, fait un projet avec Antonio Vigano, le Grand Bleu, sur le site minier de Wallers à Rambert, qui est aujourd'hui maintenant un lieu destiné au cinéma. En fait. Voilà. Donc 35 ans d'aller et venue entre la création, le contact avec le terrain. Et donc, je me mets en retraite en 1999, et voilà, non, en 2009, qu'est-ce que je dis ? J'allais dire, en 2009, et en 2010, se crée donc dans ma communauté de communes le réseau de médiathèques de la communauté de communes de la vallée de la Scarpe. Et c'est pour ça que je disais que les plus de 60 ans auraient bien aimé avoir avant des structures de relais. Et tout a changé pour moi dans la mesure où le lieu culturel, artistique, d'ouverture à la fois au public, mais de pouvoir venir dans une commune rurale de moins de 2000 habitants, choisir parmi 40 000, je voyais les chiffres ce matin. Bon, il y a quelques personnes qui étaient là quand on a présenté notre travail, il y a eu une journée de formation dans notre commune, je crois que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il y a 40 000 donc, documents qui sont disponibles sur on a ouvert la 5e médiathèque la semaine dernière, donc sur les 5 médiathèques, et donc il y a une médiathèque ouverte tous les jours des 5 communes, et cette médiathèque fonctionne, enfin ce réseau fonctionne avec une équipe de 8 salariés et 60 bénévoles, dont je fais partie. J'anime donc des ateliers d'écoute de chansons une fois par mois pour les adultes. Écoutez, donc la prochaine c'est la pause de l'hiver au mois de janvier, et je participe puisque le fonds des médiathèques en livres et l'acquisition du réseau des médiathèques de la CCRVS, mais qu'au niveau sonore, donc on va tous les trimestres chercher les documents à la médiathèque départementale, et donc je fais ce choix en chanson, en jeune public, en musique du monde. Donc voilà. pourquoi avoir voulu intégrer ce groupe de bénévoles et travailler bénévolement au sein d'une médiathèque? Alors ça s'est fait en 2 temps. D'abord, la médiathèque alors que j'étais officiellement en retraite de ma responsabilité artistique de l'association Chansem, donc j'ai en lien avec les Heures du Conte animé 2 fois par trimestre des ateliers parents-enfants dans chacune des médiathèques. Et là, donc, j'ai décidé d'arrêter le 1er janvier 2014, l'année de mes 65 ans, de prendre une vraie retraite et donc d'être bénévole. Donc, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que c'était important pour vous de retravailler en fait avec ce territoire-là, territoire rural? Pour tout ce qu'on a dit depuis ce matin, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, l'idée que nous on avait que la culture
enfin que moi j'avais, mais avec d'autres, parce que je viens effectivement du monde de la culture dite populaire. J'ai travaillé avec différents organismes comme Peuple et Culture, comme Culture et Liberté, etc., dans les années 70. La réalité de nos communes dites rurales et que ça s'est transformé en ces 20 dernières années et qu'on a besoin, on a envie, on a la nécessité d'être ouvert artistiquement, culturellement, ouvert aux gens, et que sans vouloir hiérarchiser, c'est vrai qu'il y a une différence entre le loisir et la vie culturelle, qu'on a besoin des deux, mais qu'avec un réseau de médiathèques comme celui qui s'est mis en place, on parle les mêmes mots, et tout ce que j'ai fait pendant 30 ans a un sens au quotidien, quand je vois effectivement un lieu ouvert où se passent des ateliers avec différents accueils d'artistes, ça va du culinaire au cinéma, avec effectivement le lieu. Alors c'est vrai que les franges ne sont pas si simples que ça, en plus dans nos communes rurales où n'existent pas les autres lieux dits de diffusion culturelle d'une façon permanente. Donc c'est vrai que la médiathèque joue à la fois le rôle de cinéma mensuel, de lieu de spectacle, de lieu de théâtre, de lieu de rencontre. Alors, dans nos petites communes de moins de 2000 habitants, j'ai l'habitude de dire, si on n'a plus d'enfants à l'école, si on ne va pas à la messe, si on n'est pas à l'harmonie, si on n'est pas au conseil municipal, on n'avait pas de lieu de rencontre que la médiathèque est, entre autres. Mais ce n'est pas ce lieu de convivialité uniquement, parce qu'il y a un échange sur ce qu'on écoute, sur ce qu'on lit. Donc il y a les comités de lecture, il y a les comités d'écoute, il y a des ateliers d'écoute, etc. Voilà. Merci. Nathalie Colantes, pour rebondir un peu sur aussi l'accueil de l'artiste, finalement, où Jean Baudard se sent accueilli dans le réseau de la vallée de la Scarpe. Est-ce que vous vous êtes senti accueilli aussi par les médiathèques quand vous avez proposé vos spectacles et surtout vos deux livres qui, voilà, le Gégé d'Isortais qui est vraiment un nuancier autour de variations, c'est ça, sur le mouvement. On peut déplier donc vraiment de manière très colorée le livre, et l'autre document qui s'appelle On danse et qui travaille aussi sur l'interprétation du mouvement, qui essaie d'amener des codes aussi pour les enfants, des codes et enfin pas des codes mais voilà. Attention, hein. Justement les codes c'est une grande question. C'est une autre question. Le corps modèle, tout ça. Des clés, on va dire. Pour les aider à... Oui, des pistes. C'est vrai que, en fait, nous, alors je rebondis aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les publics, c'est que nous, en fait, la chance d'un projet qui s'adresse à du jeune public et la culture de l'école, enfin, qui vient à la bibliothèque, c'est une chance pour nous parce que ce projet-là peut faire amener les enfants à la bibliothèque, c'est-à-dire que vraiment, c'est l'enjeu de pouvoir danser au milieu des livres. Ce que je n'ai pas spécifié tout à l'heure, c'est que je danse au milieu des rayonnages, et on ne cherche pas des bibliothèques avec des scènes. Et que donc, voilà, j'étais accueillie à bras ouverts. Par ailleurs, quand la structure comme un CDC m'amène dans une bibliothèque cossue, etc., où je ne suis pas attendue, ça m'est arrivé de ne pas être attendue, mais c'est vraiment très rare qu'il n'y ait pas au moins une personne dans la bibliothèque qui soit intéressée par le projet, ne serait-ce que la personne de l'espace jeunesse. Ça a été vraiment une très très belle... enfin, c'est toujours une très belle rencontre. Alors la rencontre, c'est la rencontre aussi avec les enfants. Et le projet fait que le lien se fait, c'est-à-dire que contrairement à un spectacle où on est juste dans la présentation de quelque chose, pour nous, en tout cas comme danseurs, dans la mesure où on n'est pas dans le verbe, on a intégré cette question de la verbalisation et du dialogue en fait avec les enfants, ce qui a été pour nous en fait une grande découverte, c'est-à-dire qu'on a beaucoup appris au contact des enfants, et j'apprends toujours en fait dans cette rencontre-là. Et d'autre part, donc la classe, ça veut dire que si on est une classe entière qui vient, on est face à 30, 40 enfants, on est face à un public extrêmement mixte,
parfois avec des récalcitrants. Hein. Par contre, si on est en tout public, donc sur une invitation plus générale, etc., là, on risque de tomber sur les petites filles, les petites danseuses qui viennent avec leur tutu, etc., ça n'a absolument aucun rapport avec ce qu'on met en jeu, mais voilà, la bibliothèque, c'est aussi l'accès à l'école, d'une certaine manière. Enfin, il y avait un rapport comme ça où on était et dans l'invitation artistique et en même temps dans un rapport relativement éducatif. Voilà, donc il y a ce rapport-là qui est très important. Et juste pour évoquer, ce que je trouve passionnant, ce que vous avez fait de mettre en valeur les chansonniers en fait, hein, du Nord, c'est vrai que ces objets-là, bien sûr, servent à beaucoup de gens, enfin à d'autres gens que nous. Hein. C'est aussi pour ça qu'on les a faits. Et je me suis retrouvée parfois dans une bibliothèque où une bibliothécaire avait pris ce livre et en avait fait un exemplaire à taille humaine. Hein, donc voilà, moi je ne l'ai pas vu en fait, c'est Julie qui dansait dans cette bibliothèque, c'était en banlieue parisienne mais je ne sais plus laquelle. Et donc il avait refabriqué, s'était emparé du concept et en fait avait refabriqué le livre. Voilà, donc ça c'est aussi tout ce que ça génère. Et puis l'autre chose que ça génère par rapport à la danse, c'est que le livre reste. C'est-à-dire qu'on peut avoir un autre contact avec l'objet plus tard. C'est-à-dire que l'enfant peut le faire lire à quelqu'un d'autre ou peut y avoir accès à un autre moment qu'au moment du rendez-vous. Voilà, ça c'est aussi l'aspect important du projet. Les rencontres et la trace aussi qui reste par rapport au projet. L'appel peut-être de la curiosité. Donc justement, dans les rencontres, dans les ateliers que vous avez pu mener, quelle est la place finalement de la liberté de votre champ d'action, en fait, puisque parfois la résidence, on l'a dit tout à l'heure, la confusion entre la résidence mission et la résidence de création, où on attend que l'artiste crée quelque chose, qu'il y ait un espèce de produit fini par rapport à la résidence. Est-ce qu'il n'y a pas, quel est le champ d'action de l'artiste qui intervient quand il est dans ce type de résidence? C'est la question de l'instrumentalisation tout à l'heure qui permet de ricocher sur ça. Elle est amusante. Parfois on m'instrumentalise, mais c'est pas grave. Moi je m'infiltre et en bon artiste subversif que je suis, je vais corrompre le système. Exemple. Alors moi quand j'approche une médiathèque ou un territoire, il y a toujours 3 sphères, voilà, je range les choses comme ça, et la médiathèque premier territoire, ceux qui viennent, bonjour, au revoir, on lit des livres, on se parle, on assiste à des spectacles. Il y a une deuxième zone dans laquelle moi je me suis situé, c'est ceux qui pourraient venir mais qui ne viennent pas. Moi j'aime pas emprunter un livre, quand un livre me plaît, je le garde. Je fais des cornes, je le déchire, j'écris dessus. Qui vole vos livres. J'ai été enfant, j'ai fait partie des voleurs de livres, et puis c'est tout, je ne peux pas décider de ramener ou d'aller chercher un livre, donc moi j'ai une difficulté. Évidemment que je milite pour les médiathèques, etc., pour le prêt gratuit, j'ai milité, je me suis battu parce qu'à un moment donné, il était question du prêt payant, etc., donc j'ai pas de souci avec ça. Mais intimement, je ne pratique pas la lecture collective, c'est pas possible, même dans un endroit où tout le monde... Je trouve ça indécent de lire à côté de quelqu'un presque, sauf ma compagne à la rigueur, bon, bref. Il y a une troisième zone, c'est les gens, mais vous imaginez même pas, c'est que pour eux lire, mais attendez, c'est même pas pensable quoi, c'est pas pour moi. C'est parce que ça m'amène au projet de Chasse-Royale. Et c'est là que je veux aller moi. C'est-à-dire que moi en tant qu'écrivain, je fais des livres, j'écris, j'ai les mots, et je vais voir des gens qui me disent, pardon, des livres, qu'est-ce que vous lisez comme livre? Je sais pas lire monsieur. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'illettrisme? Cette question je me la pose depuis 30 ans. Parce que c'est un grand mot, c'est magnifique dans les discours politiques. Il faut vaincre l'illettrisme en France. Yes! C'est super dans un programme politique, c'est génial. Sauf que l'illettrisme n'existe pas. Derrière chaque illettré, il y a une personne. Derrière chaque personne qui a un rapport difficile à la lecture, à l'écriture, il y a une histoire. L'illettrisme n'existe pas, il n'y a que des individus. Les femmes voilées, ça n'existe pas. La femme voilée, pourquoi elle se voile elle et elle et elle? Les homosexuels, ça n'existe pas. Les hommes, ça n'existe pas. Moi, dans mon travail d'écrivain, je cherche la personne. Je cherche l'individu et je cherche l'histoire qui n'arrive pas à se raconter.
Chasse Royale, on me contacte, Marie-Pierre Dion. Voilà, on va créer une médiathèque, Dominique, dans un quartier difficile de Valenciennes, Chasse Royale. La dernière fois qu'on a envoyé un auteur en résidence, c'était prévu, il venait du Sud, c'était prévu qu'il tienne 2 mois, il a tenu une semaine. Donc monsieur Henker me regarde avec des yeux comme ça, il me dit et toi Dominique, qu'est-ce que tu vas faire? Écoute, moi d'abord je les connais un petit peu mieux. J'imagine un gars du Sud qui arrive à Chasse Royale. Bon, je sais pas, pour vous dire comme ça l'anecdote, dans le glauque, il y a 2 mois, il y a quelqu'un qui a jeté son enfant par la fenêtre. Et il y a 6 mois, il y a un jeune qui a tué un autre jeune d'un coup de couteau pour une histoire de cigarette. C'est pas mal comme secteur, hein, c'est chaud. C'est chaud. Donc on va construire une médiathèque, donc les élus disent il faut impliquer un comité de citoyens dans la construction de la médiathèque. Ouais, bien sûr. Parce que le comité citoyen, évidemment, n'existe pas, ou à peine. Et donc, je vois très bien le gros alibi que je représente pour essayer de faire quelque chose. Je dis, écoutez, d'accord, on va inventer je vais utiliser... Je sais que les chômeurs, les gens en souffrance, alors là aussi, dans le Nord, qu'est-ce qu'on a perdu de temps sur la mixité sociale, mon Dieu. Il y a des régions où ça existe depuis 30 ans et nous, on est au balbutiement. Une mixité sociale, c'est-à-dire on ne met plus les chômeurs dans les mêmes tours, des gens qui ont envie de se suicider, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi se chauffer. Non. La mixité sociale, c'est qu'on mélange des gens qui sont en difficulté avec des gens qui ont des salaires. On ne fait plus des ghettos, on ne fait plus Auschwitz, on fait plus un Auschwitz social. Et donc, oui, ça, vous savez bien qu'en venant, j'allais un peu foutre le bazar. Bon. Donc je vais dans cette résidence de Chasse Royale en disant, ils ont tous un blog, ou ils ont tous Internet, ils ont tous Facebook. On dirait que, travail, famille, patrie et Facebook. Nouvelle valeur à mettre sur les frontons républicains, les gens qui meurent de solitude et de pauvreté meurent sur Facebook. Ils ont des milliers d'amis, ils ont des tas de maladies, ils sont mal dans leur peau, mais ils ont des millions d'amis sur Facebook. Donc, je vais utiliser l'idée du blog, l'idée de communiquer par Internet dans cet espace virtuel pour les amener au livre, pour les amener à la lecture, pour les amener à la parole. Derrière l'illettrisme, à chaque fois, je me suis posé la question, mais pourquoi je refuse de lire? Est-ce que c'est parce que je ne sais pas? Est-ce que c'est parce que j'ai souffert d'avoir appris à lire? Est-ce que être illettré, ne pas savoir bien lire et écrire, parce qu'il y a des états différents, des gens qui ont su, qui ne savent plus parce qu'ils ne pratiquent plus. Il y a vraiment des degrés très différents. Donc comment je communique avec eux? Comme ils font. On parle. Donc, mon premier travail avec ces populations qui sont porteurs de récits, c'est de parler. J'ai débarqué dans cette cité donc avec un bus, associé avec le théâtre du Phénix, des caméras, etc. Je posais 5 questions. Qu'est-ce que vous aimez lire? Qu'est-ce que vous détestez lire? Comment avez-vous appris à lire? Est-ce que votre père et votre mère lisaient? 5e question, c'est quoi pour vous un livre? Premier jour, j'arrive avec mon beau bus, super et tout, sur la place de Chasse Royale. Nobody. Les gens tournaient autour, ils se sauvaient, ils revenaient, etc. J'ai fait quoi? J'ai fait ce qu'il faut faire dans ces cas-là. On parlait de l'implication sur le terrain d'un artiste en résidence. D'abord, j'étais boire un café au PMU. J'ai pas joué au tiercé, mais j'ai payé mon café, j'ai acheté un paquet de cigarettes, j'ai fumé, etc. J'ai regardé les courses, j'ai discuté. J'étais mangé mon sandwich à la boulangerie qui fait des sandwichs complets, le midi, tout ça, avec saucisses, merguez, non. J'ai parlé, j'ai commencé à parler, j'ai dit, vous savez, il y a un truc bizarre, je suis là, vous savez pourquoi je suis là? Non. Je suis allé au Spar aussi, faire mes courses. Donc c'était les 3 lieux de vie, plus le centre social, mais le centre social, il n'y avait jamais presque personne. Sauf toujours les mêmes. Et je leur ai dit, écoutez, il y a un problème, je leur ai menti en fait. Je leur ai dit, voilà, on voudrait construire une bibliothèque à Chasse Royale, mais les élus sont pas d'accord. Ils disent que à Chasse Royale, c'est pas la peine, ça sert à rien. Quoi? Comment de Mexampierrot? J'ai menti. Mais j'ai menti d'une façon pédagogique en me disant ils vont se mettre en colère. Moi je vais parler, venez, vous allez me filmer. Il faut qu'on la fasse, cette médiathèque, machin, etc. Si. Pour vous? Non, pour mes enfants. Pour mes enfants. Et là on touche aussi à quelque chose d'extrêmement puissant mais dramatique. Qu'est-ce que je fais de cette population qui est énorme? Pour qui, profondément, la culture c'est pas pour moi, c'est plus possible. Ce n'est plus possible.
J'ai honte de ce que je suis. J'ai honte de ce que je ne sais pas. La culture, c'est pas pour moi. Voilà. Donc ça serait trop long à vous expliquer tout le chantier, mais j'ai pu faire 60 portraits, ce qui est absolument énorme. J'ai pu aussi après partir sur d'autres chroniques. Bon, je suis pas là pour vendre un projet parce qu'à chaque fois il faut faire autre chose de différent. C'est vrai que, alors j'ai travaillé sur les mains du livre. Les mains du livre, c'est un travail photographique parce que j'ai un rapport à l'image, ce qui est bien dans mon cas. Mon grand-père savait tout faire avec ses mains. Ma grand-mère disait t'as des mains en or. Donc la plomberie, pêcher, retapisser. Moi, en tant qu'écrivain, j'essaie de savoir tout faire un petit peu aussi. Et dans les mains du livre, je mettais des livres sur une table et je demandais aux enfants ou aux adultes, aux personnes âgées, de choisir un livre. Un livre sur la couverture, sur le titre. Et je photographiais les mains, l'attitude. Il y a eu quelque chose comme 800 photos qui ont été faites. Des enfants, comment on tient le livre, comment on le tient pas, pourquoi on choisit celui-là. Je me souviens d'une photo extraordinaire, il y a eu des cadeaux comme ça d'une femme voilée qui d'un seul coup prend un livre d'édition de minuit, Tout mon amour, de Laurent Mauvigné. Et voilà quoi, et cette femme voilée qui a ce livre entre ses mains, ça raconte déjà une histoire, Et du coup aussi au fur et à mesure je montrais à ces gens qui acceptaient de poser, de choisir un livre, certains venaient avec un livre, etc. En fait aussi, c'est les illettrés, il faut savoir, ils lisent des choses. Ils lisent, ils sont tous lecteurs. Ça peut être les mots croisés, ça peut être avec beaucoup de mal la demande d'APL, ils sont obligés de la lire, puisqu'ils doivent remplir. Donc, il y a toujours un fil rouge de lecture, de rapport au langage, et surtout, il y a un fil rouge de l'oralité. Donc voilà, partie de ce travail qui est en chantier, qui va être reporté l'année prochaine, ça j'en suis heureux. Cerise sur le gâteau, qui n'était pas du tout prévu. Mais moi je me sens toujours coupable en tant qu'artiste de gagner ma vie, en écrivant. J'ai toujours, comme je suis fils d'ouvrier, j'ai jamais compris comment... je me sens toujours un petit peu coupable dans une résidence, de gagner de l'argent en étant là, en partageant mon art. Jamais trouvé qu'écrivain c'était un vrai métier comme plombier, agriculteur, dentiste, enfin voilà. Donc j'ai toujours tendance à en faire trop, comme maintenant, à en faire beaucoup plus que prévu. Et par exemple, grâce à un atelier de récit avec les petits, les 7-8 ans, je vais vous le faire passer parce que j'en suis assez heureux de ce livre, et ben on a fait des ateliers de lecture, des ateliers d'improvisation, et les 7-8 ans, qui sont au bord de l'illettrisme à Chasse-Royale, on a inventé cette histoire de la petite fille qui avait perdu sa langue. Ensuite, ils sont devenus acteurs de l'histoire. Je leur ai demandé de poser les habitants, je les ai photographiés pour faire une espèce de photoroman. Et puis comme les éditeurs jeunesse commencent à m'agacer un petit peu parce que c'est très compliqué de leur soumettre un livre, je suis allé sur Blurb. Voilà, j'ai fabriqué, on a fait une auto-édition. 35 € le livre, évidemment, papier glacé, photo. Et puis, les élus ont été convaincus, j'ai mis ça sur la table, c'était pas prévu, puisque je devais juste faire un blog et ensuite faire un spectacle l'année prochaine à partir de ce blog. Il y a une expo qui a été développée, qui va circuler de tout le livre et un peu d'action qui est autour de ça. Voilà. Grâce à la générosité et la richesse de ces enfants et de ce public qu'on a un peu abandonné et qui est porteur de plein d'histoires. Tu n'as pas répondu à la question, mais c'est pas grave. C'était le risque. Je vous détournerai la question. Donc, mais quand même, c'est quoi ce prix littéraire Royal Bibliothèque? Alors, vous faites la concurrence avec aux bibliothèques? Non, c'est un jeu. Ouais, c'est un jeu, puis pourquoi pas. Non, mais l'idée c'était... j'ai essayé de faire un atelier de lecture. Alors, ce qui est difficile avec ces publics-là, c'est qu'un jour ils viennent, un jour ils viennent plus. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus de rythme dans leur vie. Donc c'est compliqué. Et il y a cette manque d'estime de soi profonde. Ils ne s'aiment plus. Leur seul amour, l'amour d'eux-mêmes, c'est à travers leur enfant. C'est le dernier endroit où ils ont encore un peu d'estime pour eux-mêmes, c'est leur enfant. Mais ce sont des gens, donc ils ont du mal à venir régulièrement. J'avais fait un atelier de lecture à voix haute. Comment on lit à voix haute? Donc avec des gens qui ont du mal à lire, ça a l'air de rien. Je voulais qu'on aille dans les appartements, je voulais qu'on aille dans les couloirs, je voulais qu'on... On rentre pas comme ça, parce que c'est sale, parce que c'est pauvre, parce qu'ils ont honte. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, je sais qu'on peut y arriver. La question là dans ce territoire, c'est d'être accepté, d'être vraiment de fusionner, d'être avec eux en empathie, mais vraiment à un point où on gagne leur confiance réelle. Parce que je leur ai bien dit, je peux pas vous amener de l'emploi, je peux pas vous faire ça, je peux pas faire une lettre pour vous au maire, pour vous trouver un boulot.
je vais essayer de vous redonner un peu d'imagination, je vais essayer de vous faire rêver, etc. Donc lecture à voix haute. Les gens avaient du mal à lire, ils venaient plus. Et puis un jour j'ai dit, et si on créait un prix littéraire avec des gens qui savent à peine lire? C'est-à-dire qu'on va se réunir, on va essayer de lire quand même des bouquins, de les faire circuler, puis on va voter pour le bouquin qu'on trouve le mieux. Alors c'est un prix qui se terminera en juin, on a commencé en septembre, on se réunit 2 fois par mois, et les gens s'engueulent. Les gens, des fois ils lisent 3 pages, alors j'entends des choses sur le roman, mais alors, tomber sur le cul, hein. Des Sylvie Germain. Oh non, il y a trop de personnages, hein. Au bout de 3 pages, je suis perdu. Je suis fatigué, j'ai mal aux yeux. Là, d'un seul coup, Sylvie Germain, la littérature, degré. Et tout à coup, non, je vous assure, dans les portraits filmés, ça c'est les gens du livre, dans les portraits filmés, ce serait marrant d'en envoyer un, dans ce que disent les gens face caméra sur le livre. Waouh, ça déménage, hein, la littérature. Donc, nous, notre prix Royal Bibliothèque, ça va être de trouver un livre. Ah, c'est pas compatible, c'est pas grave. De retrouver un livre qui donne le goût de lire. Là, pour l'instant, c'est un livre de Bruno Wouters qui est l'histoire de Jean et Marie Rouland. C'est-à-dire Jean Rouland, le grand sculpteur, a fait un AVC, sa femme l'a aidé tous les jours On n'aura pas le temps de faire la critique littéraire. Comment ? On n'aura pas le temps de faire la critique. Bon, voilà. Et donc, pour l'instant, c'est ce livre-là. Donc, l'idée, c'est de créer un prix littéraire avec des gens qui savent à peine lire. Mais c'était aussi enfin, le prix, l'idée, c'était aussi de... Oui, de faire une rencontre avec l'auteur. De redonner un livre qui donne le goût de relire, en fait. Voilà. C'est ça l'objectif Voilà. de ce prix-là. Voilà. Et puis au mois de juin, de faire une fête du livre à Chasse Royale, petite, on invite l'auteur, on lit ses textes, on va faire des lectures sur les bancs dehors. À travers cet auteur qu'on va faire venir, enfin en espérant qu'il vienne, qu'il n'ait pas la trouille de venir à Chasse Royale, faire une petite fête, un petit début de salon du livre comme ça, hein, avec des petits moyens. Voilà. Oui. Merci. Donc on a bien senti l'implication de chacun par rapport aux rencontres, aux richesses des rencontres que vous avez pu faire au niveau du public, au niveau de la passion qui vous anime chacun dans votre domaine. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez une réticence, une crise des bibliothèques, une réticence des bibliothèques à accueillir l'artiste en public, ou au contraire vous trouvez qu'il y a beaucoup plus d'opportunités qu'avant? Pour en avoir connu de toute grandeur, et je pense que ça dépend quand même bien de l'implantation, hein, l'histoire du lieu. C'est vrai qu'une bibliothèque qui s'est transformée en médiathèque, mais qui en même temps dans la même ville, bon, je pense à Roubaix, je pense à Tourcoing, mais à plein d'autres villes, Dunkerque ou autres, ou Arras, se sont développés en même temps d'autres lieux de création et de diffusion. C'est complètement différent de nos communes, nos 5 communes réunies pour trouver des documents à écouter et à lire, et d'avoir un lieu en fait pour s'ouvrir au monde artistique, qu'il soit visuel, plastique ou sonore ou littéraire. Je pense que ça c'est... Et puis après effectivement la réalité du territoire, c'est-à-dire les gens qui sont dans des situations, je pense à Denain, je pense à Douchy-les-Mines, je pense à d'autres Ucquelier dans le Pas-de-Calais, des lieux où effectivement l'implantation d'une médiathèque ne répond pas aux mêmes critères et aux mêmes besoins, mais que partout, je pense, enfin moi c'est ce que j'ai vécu tout au long de ma vie, quel que soit l'endroit où on est, avec entre guillemets c'est pas le message, mais notre passion, comme tu dis, de l'écriture, de la musique, du beau, de ce qui va nous faire rencontrer des gens. Ça, quel que soit l'endroit où on est, je pense qu'on trouve quelque chose à échanger et à découvrir chez l'autre, hein, qu'on soit utilisateur, qu'on soit professionnel, animateur, enfin comme dirait Eric tout à l'heure, toute la liste qu'on connaît. On est des endroits de médiation en fait entre le beau, l'art, la vie. Alors c'est vrai que les différences se font sur les réalités. C'est pas la même chose d'habiter rue de la Monnaie ou à Chasse Royale à Valenciennes, c'est sûr. Hein. Nathalie, quelque chose?
j'ai pas une culture assez vieille, je pense, de la bibliothèque. Ça fait que 10 ans en fait que je côtoie les bibliothèques, je dirais au quotidien. Et je sais pas, j'ai eu la chance, je pense, à chaque fois de rencontrer des personnes qui nous accueillaient d'une façon presque naturelle, quoi. C'est quelque chose qui est très étonnant. Je me mets à m'échauffer dans la bibliothèque et ça ne gêne personne. C'est-à-dire qu'il y a même les lecteurs, ça les gêne pas. Ils me voient là, par terre, en train d'étirer, machin. Ça leur pose aucun problème. Et il m'est même arrivé de danser en lecture publique et donc d'avoir des lecteurs à côté de moi pendant que je danse qui cherchent un livre sur l'étagère, quoi. Ça, c'est vraiment c'est un truc extraordinaire. Moi, j'adore ça parce que vraiment, on s'inscrit. Et pour la danse, imaginez par rapport à la légitimation qui n'est toujours pas là, qu'est-ce que ça représente, quoi. C'est extrêmement fort. Donc on peut découvrir votre travail sur un blog, parce qu'on s'est trompé dans notre petit programme, donc je voudrais le signaler. Voilà, c'est pas le bon blog, donc on va vous le renvoyer. Il y a aussi un site internet sur un projet très particulier qui s'appelle le projet Robinson. Avec la fondatrice voilà, de l'atelier de la danse. Oui. Là, je rejoins un peu la démarche de Jean par rapport à l'histoire de la danse, où en fait, je fais un travail actuellement à partir d'entretiens que j'ai réalisés avec une danseuse, chorégraphe, écrivain, pédagogue de la danse moderne en France, hein, Jacqueline Robinson. Et j'ai fait des entretiens avec elle il y a une quinzaine d'années, que je mets en ligne dans un travail artistique, et je vais créer un objet qui n'a pas encore d'aspect, mais qui va ressembler un petit peu à ce projet pour enfants. Cette fois-ci, ce sera un projet qui s'adressera à des publics divers, donc enfants, ça c'est un enjeu assez important, étudiants et seniors. Voilà, et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup mettre en jeu dans les médiathèques, mais pour l'instant, c'est vraiment à l'état d'ébauche. Voilà, quelque chose à ajouter? Des questions. Voilà, des questions avec la salle, on va en profiter. C'est pas une question, c'est qu'en fait, moi je m'attendais à entendre parler de la place de l'artiste dans les médiathèques, et finalement, personne mieux que vous trois n'ont parlé des médiathèques et de nos métiers, que vous venez de le faire. Finalement, vous rendez un hommage à notre profession et au lieu médiathèque et bibliothèque qui est juste incroyable. Je vais vraiment vous remercier pour ça, parce que finalement tout votre travail et tout ce que vous venez nous dire aujourd'hui, c'était combien vous êtes des utilisateurs et combien vous êtes vous-même des médiateurs, presque plus que ce que vous pourrez faire dans nos métiers, alors finalement de la place de la médiathèque dans la cité, quoi. Et ça, je vous remercie énormément, je vous en suis très reconnaissante. Et puis tous les trois, je vous connais un peu, je voulais juste poser une question à M. Bollard. Est-ce que vous êtes l'auteur de Vive les Allumoirs, ma mère? Non, ça c'est Charles Baudard-Timal, donc qui est un chanteur patoisant de Roubaix, dont on parle dans tout à l'heure un catalogue d'une exposition qu'on avait fait à la médiathèque de Roubaix, Quand on terre tous. Vous pouvez le trouver, donc c'est un homonyme. D'accord, très bien, merci. Puis c'est vrai que Nathalie Colliantes, on avait eu le plaisir de la recevoir à l'Homme. C'est Jean-Luc qui vous avait invité. J'avais eu la chance à l'époque d'être stagiaire à l'Homme. Jean-Luc m'avait accepté comme stagiaire et je vous avais vu travailler chez nous avec le public, et j'en garde un souvenir merveilleux, parce que ce livre-là, vous l'aviez déployé, vous l'aviez animé, vous aviez fait aussi, les enfants s'étaient déployés comme votre livre, et vous leur aviez montré les différents temps de la danse, et c'était vraiment magique. Et puis Dominique, je voulais lui dire que à l'Homme, on a Petite Mère. Depuis 10 ans, dans nos rencontres littéraires, on a une centaine de titres en 30 exemplaires pour les écoles, et qui sont l'occasion d'échanges entre les classes, et que Petite Mère est toujours dans une parade des livres qui sont empruntés et aimés par les enfants. Voilà, merci beaucoup. Merci Nathalie. C'est important aussi d'avoir des retours
parce que les artistes qui interviennent partent après sur d'autres projets, sur d'autres lieux, ils n'ont pas forcément le retour de leur voilà, de ce qu'ils ont fait vraiment. Parfois ça va trop vite. Moi j'ai le souvenir en tête d'un projet à Salomine où l'équipe était très émue. Quand l'artiste est parti, et lui il s'en est pas rendu compte en fait, mais il y a des gens qui avaient les larmes aux yeux quoi. Donc voilà, il y a des voilà, c'est pas anodin, ça laisse toujours des traces très profondes. D'autres questions, d'autres remarques par rapport aussi des questions peut-être d'organisation ou des questionnements? J'aimerais bien répondre à la question de l'accueil. Vous avez combien de temps? Non, mais moi l'accueil, c'est rigolo parce que j'ai vécu toutes sortes de choses, c'est-à-dire la bibliothécaire qui venait les yeux brillants, j'ai tout lu de vous, Dominique Saint-Pierron. J'ai toujours envie de dire, bah, vous avez de la chance, moi je suis pas sûr. Bon, c'est touchant. J'ai vu aussi des fois des gens qui communiquaient juste par un petit papier sur le bord de l'endroit où ils prêtent les livres, enfin où ils enregistrent les livres pour des soirées, donc des fois des maladresses d'organisation, etc. Mais en fait, peu importe. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est le désir. C'est un lieu de désir, une médiathèque. C'est-à-dire quand je trouve du désir dans les yeux du directeur ou de la directrice de la médiathèque, autour d'un projet, rêvons ensemble de ce qu'on peut faire sur ce territoire. On a envie, on est excité par l'idée d'inventer quelque chose ensemble. Mais il y a vraiment ce partenariat. Après l'accueil, on se débrouille, il y a toujours du café quelque part, et puis on va trouver les gens, on va aller les chercher, mais du désir. Ce sont des lieux vraiment profondément désir, à tel point d'ailleurs que j'ai épousé une bibliothécaire. Non mais je voulais juste te dire, oui c'est vrai. Non mais par rapport à ça, parce que c'est vrai que moi l'expérience, le projet quand on s'est rencontrés, il était un peu figé. Et en fait ce que j'en retiens c'est que l'artiste qui a intervenu en médiathèque, il apporte aussi un autre regard et un autre aspect auquel on n'a pas pensé forcément. Et donc moi j'ai envie de laisser ce message, c'est laissez-vous aussi des possibilités et des opportunités qui vont être proposées par l'artiste. Parce que voilà, alors bien sûr c'est très contraignant les subventions, les dossiers qu'on a à monter pour les budgets, on nous demande mais qu'est-ce que vous allez faire, pourquoi vous voulez cette subvention, donc du coup il faut convaincre, argumenter, etc. Mais si on ne se laisse pas un champ libre ou une marge de manœuvre qui va être la proposition de l'artiste qui va intervenir, on risque de passer à côté de quelque chose et surtout on risque de ne pas prolonger en fait sur des projets très intéressants qui viennent aussi du public. Parfois il y a aussi les réactions du public, hein, un atelier d'écriture qui a envie d'aboutir sur une pièce de théâtre et les gens ils ont été emmenés quelque part. Mais en fait après ça se termine, bah oui ça se termine parce qu'il n'y a pas d'argent pour continuer, on est sur des autres subventions, etc. Donc ça c'est un peu dommage. Voilà, et puis le projet en lui-même effectivement de l'artiste qui n'est pas forcément une création, et ça je remercie aussi la DRAC de proposer cet outil. Alors, je suis désolée, je découvre seulement qu'il y en a 70 à 80 par an, je suis assez estomaquée. Mais c'est intéressant aussi d'avoir cette liberté-là pour l'artiste, d'être disponible et de se rendre disponible et de ne pas être dans le stress ou le stress du rendu ou de création qui est aussi parfois demandé et de plus en plus aussi par des élus qui veulent qu'on rende des comptes et donc qu'on dise voilà, il faut un rendu de ce qui est quoi. Donc ça c'est un bel outil aussi que vous avez développé là. Voilà, d'autres réactions, d'autres remarques Laurent. Justement, pour ne pas faire dans l'angélisme, c'est que les artistes sont des hommes et des femmes comme tout le monde, bien sûr, comme tous les bibliothécaires aussi, je vous rassure. Mais c'est que parfois, le rapport ne se passe pas forcément très bien. L'année dernière, en Flandre-Lys, et notamment au Canaries, on a eu une artiste où les rapports étaient très difficiles parce que je pense qu'elle ne percevait pas trop non plus ce que c'était que le monde des bibliothèques. Mais à sa décharge, je rappellerai ce que tout à l'heure tu disais, Alice, c'est que quand ils viennent en Cléa, sur 4 mois, ils sont extrêmement sollicités. Donc l'artiste était sollicité par la communauté de communes, par toutes les écoles, par les associations, par des associations écologistes, enfin, ouais, et plus les médiathèques. Donc en 4 mois, il faut monter des projets qui sont très divers, très variés, et on leur demande bien sûr une espèce, il y a
peut-être pas forcément de finale ou de rendu, mais moi je comprends que des fois c'est un peu difficile pour vous aussi d'aller dans tous les sens, de monter des projets collaboratifs dans tous les sens, partenarial. En plus, c'est vrai qu'en communauté, maintenant c'est axé sur des communautés de communes, donc ça nous demande en plus à nous, bibliothécaires, de travailler ensemble aussi. C'est pas toujours facile, vous le savez bien. Donc quand il faut mixer tout ça, voilà. Donc sans angélisme non plus, Non, mais des fois les rapports sont un peu difficiles avec. T'as raison de le dire, ou alors l'artiste qui effectivement qui se retrouve en porte-à-faux entre les structures, et là c'est pas son rôle à lui d'être obligé de jouer la cheville ouvrière entre les structures qui peuvent pas s'entendre ou qui ne savent pas collaborer entre elles, quoi. Ça c'est sûr. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on est aussi tributaire de l'image de l'art, de l'artiste qu'on a évoqué tout à l'heure. Nous, en tant que déjà professionnel ou médiateur, mais l'idée, bon, c'est-à-dire le modèle que nous donne la télévision, que nous donne la radio, et notamment dans des disciplines un peu plus parlantes, entre guillemets, comme la chanson, c'est vrai qu'on est aussi tributaire de l'image que va avoir l'enseignant. Ah bon, t'as pas de boucle d'oreille, t'as pas de queue de cheval, t'es artiste. Bon, ça va jusque des... parce qu'on développe des images, et l'enfant pareil, ou l'adulte, hein, quel que soit. Et donc structurellement aussi, c'est-à-dire qu'on attend un peu des schémas, le comédien il est comme ça, le plasticien il est comme ça, le chanteur il faut qu'il passe à la télé sinon il n'est pas chanteur. Enfin, et des fois c'est pas évident, hein, et on est obligé aussi de réévaluer l'attitude, même spontanée, hein, et effectivement il y a des fois des énervements par rapport à ce genre d'attitude, que ce soit avec un lieu d'accueil, que ce soit avec les techniciens, les employés de la ville, enfin je vous en passe et des délires. Une capacité d'adaptation qu'on demande et qui n'est pas forcément évidente à chaque fois. Ben, Ça c'est vrai qu'il faut le rappeler aussi pour alors qu'on a aussi, que vous êtes des êtres humains. et de rester vigilant à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on deviendrait vite pédagogue, animateur, et il faut pas. Bon, il y a aussi des artistes chiants, c'est sûr. Comme toute catégorie professionnelle. Je crois pour continuer dans l'esprit de ce que disait le collègue là, qu'avec l'idée d'artiste présent sur un territoire, d'un équipement, il faut le conjuguer avec l'idée de légèreté. Il faut renouer avec ça. Je crois qu'il faut vraiment lâcher prise, tu l'as dit Christelle, il faut savoir être déstabilisé, c'est pas simple, parce qu'on perd de sa posture, de sa position, enfin de sa mission peut-être aux yeux des autres, mais qu'est-ce que c'est que les yeux des autres, si ce n'est que cette déstabilisation, elle va être salutaire finalement dans son métier, dans sa pratique, dans sa manière de percevoir les choses. Et je crois qu'il faut simplement se contenter d'une proximité, d'être proche de l'artiste et de bénéficier de son rayonnement, parce que vraiment ça rayonne l'artiste. C'est bourré d'idées à la minute, c'est bourré d'envie de nous indiquer des pistes, et tant pis si on ne les emprunte pas jusqu'au bout, mais qu'on essaye quand même de voir ce qu'il nous propose et qui va nous permettre sans doute d'envisager des actions après cette présence. Alors peut-être qu'il faut, dans le cadre des résidences, des présences d'artistes, éviter de les pressurer et de leur demander de faire 100 000 choses. Et on en est encore là. Mais ça, c'est le poids de quoi ? Je ne sais pas, de décennies d'habitudes professionnelles où on nous demande de rentabiliser toute présence, de rentabiliser le moindre des euros placés dans l'affaire. Eh ben merde, qu'on se contente finalement de cette présence comme des cadeaux, et cette légèreté, elle est complètement compatible avec l'idée de profondeur d'une démarche d'artiste. Plus l'artiste est profond, plus il nous obligera à rester dans ce cadre de la légèreté de la relation. Il lui donnera aussi, je pense. Et puis l'image du rendu visible qu'ont un certain nombre de financeurs, de responsables, etc. Parce que c'est l'invisible qui est le plus important. Oui. Mais ça, c'est vrai que je peux vous dire qu'en 30 ans, c'est des valeurs qui ont évolué, effectivement, parce qu'on impose des respects de cadre, comme tu l'as défini tout à l'heure, c'est sûr. Mais combien de projets, même ponctuels, dans l'idée de celui qui nous accueillait, devait, il faut prendre en photo, il faut que les parents soient là, enfin des tas de choses comme ça, qui peuvent être réalisées, mais qui ne sont pas obligatoires pour qu'il y ait un échange profond. Voilà d'autres choses. J'espère que la journée vous a plu, aidé, enrichi.
voilà, vous a décomplexé s'il y avait encore des complexes sur, sur ce sujet, ou qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, désintimider, je crois, voilà, désintimider. En tout cas, on remercie vraiment la ville de Tourcoing qui nous a très bien accueillis et qui a bien organisé la journée. Et merci pour Antoine qui a fait une remarquable aussi prestation qui était très très... Voilà, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, on remercie beaucoup la ville de Tourcoing de nous avoir proposé cette journée. Je vous remercie à tous pour votre écoute.